Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se poser une question assez troublante. Comment se fait-il que certaines tragédies industrielles, des tragédies qu'on aurait pu éviter, n'arrêtent pas de se répéter encore et encore à travers l'histoire? Pour commencer, regardons cette une de journal. On est en 1911. Ce qu'elle raconte, c'est une histoire terrible, une histoire d'incendie, de portes fermées à clé et de gens qui se battent désespérément pour survivre. 146, c'est un chiffre, mais derrière ce chiffre, il y a 146 vies. Celles d'ouvrières et ouvriers du textile, pour la plupart de très jeunes femmes, des immigrantes qui sont mortes ce jour-là, le 25 mars 1911, dans l'incendie de l'usine Triangle Shirtwaist à New York. Alors plongeons-nous dans ce qui s'est réellement passé ce jour-là, et on va voir pourquoi, non, ce n'était vraiment pas un simple accident. Il faut bien s'imaginer les conditions. L'usine, c'était un vrai piège. Les portes étaient verrouillées, pour empêcher les vols, soi-disant, ou que les ouvrières fassent des pauses. Les étages étaient bondés, les allées minuscules, et partout par terre, des tas de tissus hyper inflammables. Ajoutez à ça des issues de secours qui s'effondrent et des tuyaux d'incendie cassés, pourris, sans pression. Bref, au moment où on en a eu besoin, rien ne fonctionnait. Et c'est ça qui est terrible, quand on lit cette analyse. Les portes verrouillées, ce n'était pas une erreur, pas un oubli. Non, c'était un choix conscient, une politique de la direction. La productivité maximale passait avant tout, avant la sécurité et même avant le droit à la vie des employés. Imaginez, pendant 82 ans, cette catastrophe de la Triangle est restée la pire du genre dans le monde. Et puis, un jour, elle a été dépassée. Dépassée par un autre drame, avec des ressemblances qui font froid dans le dos. 188. Cette fois, on est le 10 mai 1993. Un incendie éclate dans une usine de jouets, l'usine Kader en Thaïlande. 188 personnes meurent. Et là encore, la grande majorité sont des femmes. Et quand on met les deux catastrophes côte à côte, c'est frappant. C'est presque un copier-coller. Sortie verrouillée ou bloquée, dans les deux cas. Issue de secours ou escalier défaillant, pareil. Matériaux inflammables partout, oui. Absence de formation à sécurité, bien sûr. C'est le même schéma, le même scénario terrible, à presque un siècle d'intervalle. Alors, la question qu'on est obligé de se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça se répète ? Pour le comprendre, il faut sortir de ces usines et regarder la mécanique plus globale, celle de notre économie mondiale. On va donc voir comment cette usine globale fonctionne, comment les forces économiques ne font pas que déplacer les usines d'un pays à l'autre, mais comment elles déplacent aussi le danger. Le point de départ de tout ça, c'est un mot qu'on connaît bien, la délocalisation. Le principe est simple, on ferme une usine dans un pays où les coûts sont élevés pour la rouvrir ailleurs, là où c'est moins cher. Ensuite, on réimporte les produits. Et ça, ce n'est pas juste une théorie. Regardez ce graphique pour la France. En 1981, l'industrie, c'était plus d'un quart de l'économie. En 2003, c'est tombé à moins de 20%. C'est l'effet très concret de ce mouvement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste une histoire d'emploi qui déménage. C'est aussi le risque, le danger qui est exporté avec. On est dans une course mondiale pour produire toujours moins cher. Et cette pression, elle pousse à envoyer les boulots les plus dangereux dans des pays où, disons-le, les règles de sécurité sont beaucoup moins strictes. Ok, donc il y a la pression économique. Mais ce n'est pas tout. Ce qui permet à ces drames de se répéter, c'est aussi une certaine mentalité, une façon de penser la sécurité qui est fondamentalement défaillante. On peut voir ça comme un iceberg. Tout en haut, ce qu'on observe, c'est le symptôme. L'usine n'est pas sûre. Mais si on creuse, en dessous, il y a la structure. Par exemple, le service des achats qui a pour seule mission de trouver le fournisseur le moins cher. Encore en dessous, il y a la conception même du système. La santé et la sécurité ne sont tout simplement pas intégrées à la direction. Et tout à la base de l'iceberg, la cause profonde, c'est la philosophie de l'entreprise. Le coût est plus important que la sécurité. Le problème n'est donc pas juste l'usine, il est dans tout le système. C'est toute la différence entre deux façons de voir les choses. D'un côté, la pensée linéaire, la plus simple. On cherche un coupable, on se demande qui a fait l'erreur. C'est la faute du directeur de l'usine. Point. Le problème, c'est que ça mène aux mêmes erreurs, encore et encore. De l'autre côté, il y a la pensée systémique. Là, on ne cherche pas qui, mais pourquoi. Pourquoi le système a-t-il laissé cette erreur se produire ? C'est cette deuxième approche qui peut amener un vrai changement, un changement durable. La grande question, c'est donc comment on sort de là ? Comment on brise ce cycle infernal ? Eh bien, l'histoire nous montre aussi que parfois, c'est justement de la tragédie que peut naître le changement. Revenons à l'incendie de la Triangla en 1911. Le choc a été immense. Et l'indignation publique a été un moteur de changement incroyable. Regardez, quelques années après, on a une nouvelle loi sur l'indemnisation des accidents du travail. Puis, en 1935, une loi qui protège le droit des travailleurs à se syndiquer. Et enfin, en 1970, des normes fédérales sur la sécurité.
toutes ces avancées, qui protègent encore des millions de personnes, sont nées de cette tragédie. Aujourd'hui, pour briser le schéma à l'échelle mondiale, il faut en fait appliquer les mêmes leçons. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire intégrer la sécurité au plus haut niveau de décision des entreprises. Créer une culture de transparence où la parole des travailleurs est entendue. Penser des stratégies qui ne sont pas basées uniquement sur la course au moins cher, mais sur l'innovation et la qualité. Et bien sûr, renforcer le droit des travailleurs à s'organiser, partout dans le monde. Finalement, ça nous ramène à une dernière pensée. L'usine a peut-être changé de pays, de continent, mais le schéma, lui, a-t-il vraiment été brisé ? C'est la question qui reste. Dans cette économie mondialisée, on est tous, d'une manière ou d'une autre, connectés à cette chaîne de production. Et la lutte pour que chacun puisse travailler en sécurité, elle, est loin d'être terminée.